Alors vous dites, Jérémy, là, dans ce livre que vous tenez entre les mains, vous vous reconnaîtrez votre signe lié. Alors vous y êtes. C'est ça l'astrologie. Un autre qui en sait plus que vous sur vous-même. Je suis amusé à prendre tous les signes, un par un, et à essayer de faire en sorte d'aller plus loin que les astrologues. Non, Et parce plus que moi- astrologues que les astrologues. Moi j'ai extrêmement juste. Que quelqu'un se mette en face de vous et vous dit je sais ce qu'il en est de ton désir, de tes difficultés, lorsqu'il vous parle simplement avec cette conviction que je peux mettre comme n'importe qui, immédiatement vos oreilles se dressent et vous vous dites c'est de moi dont on parle. Mais si j'avais dit autre chose, parce que je peux vous assurer que j'ai dit sur le Capricorne ce que Ah j'aurais non, pu non, dire vous sur dites des d'autres. trucs très... Non, vous dites des trucs D'accord. très justes. Non, mais tu te fais avoir là. Capricorne, là, je ne l'ai pas lu, attendez. Ce que j'ai lu sur le Capricorne, je ne l'ai pas lu sur le Lion, le Bélier ou le Sagittaire. Parce que déjà, vous avez l'idée que vous êtes Capricorne. Et lorsque quelqu'un vous dit je vais parler des Capricornes, ça fonctionne, c'est très étonnant. Bonjour, alors dans cette vidéo, j'aimerais faire un petit comparatif entre l'astrologie et la psychiatrie. Il se trouve qu'il y a de ça quelques années, un membre de ma famille m'avait offert une consultation chez une astrologue. Et à l'époque, je ne m'intéressais absolument pas à l'astrologie. Et j'avais quand même été assez intriguée. Je trouvais quand même que cet astrologue avait dit des choses assez pertinentes. Et du coup, forcément, j'avais envie de comprendre comment ça marchait. Parce que ouais, j'étais quand même assez éblouie. Alors, le discours, je pense aussi que pendant la consultation, j'avais quand même pas mal parlé. Mais bon, en tout cas, ça m'avait pas mal intéressée. Et il se trouve que l'astrologie a quand même une certaine apparence de scientificité parce qu'elle est basée sur des calculs précis. Elle va prendre en compte beaucoup de paramètres. Les astrologues disent effectivement que le signe ne fait pas tout, c'est-à-dire que chacun connaît en général de l'astrologie son signe astrologique et qui va déjà déterminer un certain nombre de caractéristiques psychologiques et comportementales. Et ensuite, on va, si on voit un astrologue, en fait, il va établir ce qu'on appelle une carte du ciel, ou carte astrale, enfin quelque chose comme ça. Et en fait, c'est en fonction de votre heure de naissance et lieu de naissance. Et là, en fait, les données de votre signe vont être croisées avec votre ascendant et toutes les conjonctions de toutes les autres planètes qui vont rentrer en résonance ou pas avec votre signe solaire et vos planètes dites personnelles. Ça permet d'expliquer pourquoi certaines caractéristiques de votre signe ne correspondent absolument pas à vous et même parfois vous pouvez avoir des caractéristiques qui sont opposées à votre signe parce que justement votre ascendant aurait pris le dessus par rapport à votre signe solaire, etc. Donc en fait votre carte permet d'expliquer la complexité de votre personnalité, elle est unique et elle permet aussi d'expliquer un bout de votre histoire, l'héritage familial, la psychogénéalogie, etc. Donc ce qu'on voit là en fait finalement, c'est qu'il y a quand même un fort déterminisme. Par exemple, vous êtes bélier, vous êtes impulsif et meneur. Mais bon, ça peut être pondéré par tel élément. Et puis finalement, vous pouvez aussi travailler dessus en ayant conscience de ces caractéristiques. Et ce serait l'intérêt en fait d'aller voir un astrologue. C'est qui vous dit, oh là là, attention, là, problème de couple, vu votre personnalité et tout ça. Donc voilà, il faut que vous en ayez conscience. Alors, en fait, de ça, il y a quand même deux constats. C'est qu'il y a quand même un effet Barnum, c'est-à-dire qu'on va s'identifier assez facilement à des descriptions qui peuvent être assez vagues, voire parfois aussi, si l'astrologue est bon, on peut laisser de côté ce qui colle pas vraiment, et tous les éléments qui paraissent, parfois par hasard, particulièrement pertinents, vont nous sauter aux yeux, et du coup ça va nous laisser peut-être un peu plus tolérants par rapport à des choses qui colleront pas. Ensuite, finalement, il y a aussi un deuxième effet qu'on constate, forcément, c'est que dès qu'on va connaître un tout petit peu l'astrologie, même si c'est pas beaucoup, on aura beaucoup plus tendance à aussi parfois coller à son propre thème, et ça peut nous pousser à agir
de telle ou telle manière, parce que voilà, si en plus on me dit bah voilà vous êtes généreux, bah ça nous flatte et du coup bah on va peut-être donner plus d'argent que si on nous avait dit l'inverse. Voilà. Moi maintenant ce que j'aimerais mettre un peu en parallèle justement bah, les critères diagnostiques du DSM. Là je vais pas rentrer dans les détails avec ça, mais les diagnostics en fait sont quand même censés être déterminés par tout un ensemble de critères assez précis. Et finalement, quand on regarde l'ensemble des diagnostics, troubles bipolaires, TDAH, schizophrénie, en fait, il y a quand même déjà, parmi les diagnostics, des points de recoupement. Ensuite, il y a des choses qui, finalement, peuvent être perçues chez des personnes qui ne seront pas forcément diagnostiquées de tel ou tel trouble. Par exemple, la compulsion d'achat. Il y a des personnes qui ont 30 paires de chaussures chez elles et qui ne seront pas forcément bipolaires pour autant. Bon, ensuite de ça, finalement, les psychiatres vont insister sur le fait qu'il y a autant de troubles bipolaires que de patients, ou autant de schizophrénie que de patients, selon leur personnalité, mais aussi que finalement, chaque patient aura plus ou moins tel ou tel symptôme. La schizophrénie, par exemple, c'est un ensemble extrêmement vaste. Il y a des symptômes négatifs et positifs. Il y a des patients qui auront des hallucinations, d'autres qui n'en auront pas. Et donc finalement, c'est quand même un espèce de magma où, pareil, en fait, on va pouvoir faire coller à un signe, ou plutôt un diagnostic psychiatrique, tout un tas de personnes qui finalement auront des caractéristiques propres qu'on va expliquer par la personnalité ou la biologie de la personne. Donc par exemple, imaginons le trouble bipolaire, on va avoir tout un tas de variantes, la manie dysphorique, ce qui serait un épisode d'excitation, mais où il peut y avoir des pensées suicidaires ou autres. Il peut y avoir ce qu'on appelle des états mixtes, qui combineraient la dépression et la manie, des dépressions psychotiques, des mélancolies délirantes, enfin bref, vous voyez tout un panel de symptômes ou même de diagnostics à l'intérieur du diagnostic. Finalement, si je peux éclairer par mon propre cas, étant donné, comme je l'ai dit dans les précédentes vidéos, j'ai eu peut-être 7 ou 8, je sais plus, énormément de diagnostics, à peu près, au moins autant de diagnostics que j'ai vu de psychiatres en fait, et que finalement, à chaque fois que j'ai eu un diagnostic, j'ai eu l'impression en fait de revoir toute ma vie sous ce filtre et que mon entourage m'y encourageait aussi, c'est-à-dire que finalement leur perception de moi changeait aussi avec mon passage en psychiatrie et avec ces diagnostics. Donc par exemple, je vais prendre un cas, c'est que en fait quand j'ai eu ce diagnostic qui était censé être le bon une fois pour toutes de trouble bipolaire, tous les succès que j'avais pu avoir, je me disais mais en fait si j'étais bonne à l'école, c'était de l'hypomanie, ou des fois revoir en fait des moments de colère qui pouvaient être légitimes en ayant l'impression que c'était un trouble, voilà. Et à l'inverse en fait, donc par exemple je peux raconter l'anecdote d'une amie, pratiquement toutes mes amies en fait, toutes mes amies. En fait, à chaque fois, me disaient mais non, mais toi, t'as rien. Même des gens qui connaissaient dans leur famille des personnes qui avaient un trouble bipolaire et tout ça, me disaient mais toi, mais t'as jamais eu des hauts, des moments où t'étais surexcitée et tout ça. Enfin, c'est bizarre. Et cette amie qui m'a dit mais toi, t'as rien. Puis du coup, moi, je venais d'avoir ce diagnostic et tout ça, donc je me considérais la malade, handicapée, bipolaire et tout ça, donc je commence à lui expliquer. Et là, elle me dit, non, mais Odile, mais c'est ça que j'ai, je suis bipolaire. Et en fait, finalement, ça prouve que, bon, peut-être qu'elle était bipolaire, j'en sais rien, mais bon, elle a jamais eu, en tout cas, de troubles suffisamment graves pour être hospitalisée. Elle est jamais restée dans un lit pendant des mois à rien pouvoir faire. Et en fait, ça me rappelle aussi ce que disait, j'ai entendu dire, Agathe Le Noël, qui a écrit
qui je suis quand je ne suis pas moi. Donc elle a été diagnostiquée bipolaire, elle a écrit un livre dessus. Je n'ai jamais lu son livre, mais j'ai vu un certain nombre d'interviews d'elle. D'ailleurs, je pense que c'est quelqu'un de pas inintéressant. J'ai juste pas du tout envie de lire un livre sur la bipolarité, mais si vous avez envie, certainement que son témoignage est intéressant. Et elle disait justement qu'après, des amis à elle avaient lu son livre et disaient « Ah, mais c'est dingue, j'ai vécu exactement la même chose et tout ça. » Mais le truc, c'est que quand on a eu un diagnostic de trouble bipolaire, des expériences qui peuvent être désagréables ou particulièrement agréables, que tout un chacun peut connaître, et ben là, on va les attribuer à un trouble bipolaire. Et c'est super compliqué, en fait, de faire la part des choses entre ce qui est de l'ordre d'une pathologie et ce qui est l'ordre juste du quotidien de tout le monde. Et on aura tendance à dire « Ah non, non, mais moi, c'est particulier. Toi, tu ressens pas ça, moi, c'est parce que je suis malade, j'ai un trouble bipolaire. » Alors qu'en fait, ça peut être des expériences, certes douloureuses, mais qui peuvent être vécues par d'autres personnes qui n'ont pas de troubles psychiatriques. Le problème, j'ai jamais fait d'éducation thérapeutique, mais le discours des médecins que j'entends à ce sujet, et même des patients qui en ont fait, c'est toujours un discours, et je pense que je ferai une vidéo sur ce genre de choses, mais en fait, qui va être toujours justement dans cette logique de on apprend mieux sa maladie, comme ça on peut mieux se contrôler, on va tenir un journal de son humeur et on va essayer de repérer les moindres signes de rechute. Mais en fait, ça peut, je pense, friser la névrose en fait, quand on essaye justement de repérer le moindre signe de rechute. Bah oui, et pourtant je pense que tous les psychiatres, en tout cas ceux qui sont à peu près bien dans leur tête, vont dire que c'est normal d'avoir des petites variations de l'humeur. Sauf que quand on tient un journal de l'humeur, on va être aux aguets sur le moindre petit signe de haut et de bas, et attribuer à un trouble bipolaire quelque chose qui serait de l'ordre juste du normal, quoi. Voilà. Juste du normal. Bref. Du coup, donc ça c'était la première chose finalement pour dire on attribue à un signe astrologique ou à une pathologie finalement des choses qui sont propres soit à notre personnalité dans toute sa richesse, soit à des éléments de contexte en fait qui feraient réagir soit n'importe qui comme ça, soit tout un tas de gens qui n'ont pas un trouble bipolaire ou pas le signe du bélier, voilà. Donc, ensuite, en plus de ça, alors en psychiatrie, on va parler, par exemple pour le trouble de l'humeur, mais c'est vrai pour tous les diagnostics psychiatriques, de continuum, c'est-à-dire, on va dire, oui, chez les personnes qui sont pathologiques, ces troubles vont être beaucoup plus marqués et beaucoup plus graves. Mais en fait, le problème de cette histoire de continuum, c'est qu'en fait, qui est-ce qui fixe la limite entre le normal et le pathologique? En fait, c'est à l'appréciation du médecin. Donc la personne qui va dire qu'elle a 30 paires de godasses chez elle, si elle le raconte dans une soirée avec des amis, les gens vont trouver ça cool. Si elle le dit à un médecin qui a l'habitude de faire des diagnostics de troubles bipolaires, il se peut que cette personne mette ça sur le compte d'un trouble bipolaire. Donc ensuite... il y a aussi un autre truc que je vois pour bien me recentrer sur le sujet entre l'astrologie et la psychiatrie, c'est les diagnostics post-mortem sur des personnalités connues. Donc si vous regardez des sites du genre Astrothème, il y aura l'établissement d'une carte astrale pour les personnalités connues. Par exemple, imaginons Balzac, je suis pas allée regarder, mais particulièrement Balzac, je veux dire. Mais on va relire l'histoire de vie et la personnalité de la personne en disant oui, c'est très clair, c'était parce que Vénus était en conjonction avec Neptune. Et c'est pour ça que cette personne a vécu ça dans sa vie et puis qu'elle était comme ci et comme ça. Et en fait, les psychiatres, je trouve, manquent vachement de rigueur scientifique en faisant exactement la même chose. Et si on prend le cas de Balzac, par exemple, que j'ai déjà entendu des psychiatres qualifiés de bipolaires, il se trouve que Balzac buvait l'équivalent de 30
tasses de café par jour, ce qui pouvait expliquer le fait qu'il avait du mal à dormir et des moments de grande nervosité, et puis que si jamais il en buvait moins, et ben, il pouvait avoir des moments de grande fatigue, d'épuisement, de relâchement, de baisse de l'humeur. D'ailleurs, il n'a pas fait très long feu, et c'est sans doute sa consommation de café, a priori, peut être liée à ça, selon le professeur Philippe Charlier. Je vous mettrai, enfin, c'est dans mes playlists. J'ai trouvé ça très intéressant qu'il relève ça. Et c'est pas non plus parce qu'il était bipolaire qu'il buvait particulièrement beaucoup de café. C'est tout simplement quand on sait pas que le café provoque ces effets, on peut tout simplement ne pas mettre sur le dos du café ces effets-là. On voit très bien maintenant des personnes qui mettent 20 ans à être diagnostiquées cœliaques, qui ont eu des symptômes de dépression et tout un tas de symptômes non spécifiques à la maladie cœliaque, et du coup ça a retardé le diagnostic, et finalement en enlevant le gluten de leur alimentation, et ben, ils sont allés beaucoup mieux. Ce qui ne veut pas dire que tout le monde est intolérant au gluten, mais c'est juste que tant qu'on n'a pas l'information, on ne va pas forcément mettre le doigt sur cette substance qui a des troubles, qui provoque des troubles de l'humeur, et on va continuer de consommer cette substance sans savoir. Alors maintenant, pour étayer un petit peu ce parallèle que je fais entre l'astrologie et la psychiatrie qui, franchement, m'a sauté aux yeux, je vais vous lire alors quelques extraits de... alors c'est un site de patients qui s'appelle Argos 2001 sur les troubles bipolaires, et donc là, c'est quelque part, ils aident aussi les gens à s'auto-diagnostiquer bipolaire. Donc je vais vous lire un petit extrait. Alors ça donne: le plus souvent, c'est l'entourage qui pourra vous faire remarquer que, en dehors de vos phases dépressives, vous êtes un battant, plein d'énergie, d'enthousiasme, mais que vous en faites trop et que vous ne pouvez plus assumer les engagements pris. Il peut vous faire comprendre qu'à certains moments, votre comportement devient hors norme, ce qui généralement vous irrite. Il faut savoir rapporter ces propos au médecin, voire même demander à un de vos proches de venir avec vous lors d'une consultation pour qu'il puisse décrire votre comportement. Donc il donne des phrases types de ce qu'on pourrait vous dire si vous êtes bipolaire. Quel bout en train! Quel cadre dynamique! Le bipolaire sera systématiquement volontaire dans de multiples activités. Quel dévouement! Il répond à toutes les sollicitations. Quel homme pressé! Les personnalités des bipolaires sont souvent généreuses, créatrices, sensibles, hyperaffectives. Les états hypomaniaques légers sont souvent bien perçus par l'entourage, s'ils n'y voient pas la brise annonciatrice de la tempête. Donc on voit qu'en plus, quelque part, ça donne un peu de panache à ce diagnostic qui pourrait être stigmatisant, et que finalement, du coup, on aura peut-être plus facilement envie de s'y associer et de s'identifier, parce que, bah oui, c'est aussi... le bipolaire est créatif, le bipolaire est ceci, cela. Donc maintenant, je vais vous lire sur un autre site dédié à l'astrologie les caractéristiques le caractère du Sagittaire ascendant Scorpion. J'ai pris ça, j'aurais pu en prendre un autre. Le Sagittaire ascendant Scorpion se distingue par la richesse de sa personnalité et sa complexité aussi. Oh, c'est dingue, hein, on dirait un bipolaire. Il se laisse submerger par ses émotions et ses désirs et rencontre beaucoup de difficultés à retrouver son équilibre. C'est un être passionné et perfectionniste, que ce soit dans la vie personnelle et professionnelle. Imprévisible et anticonformiste, on peut s'attendre à tout d'un tel caractère. Son esprit aventurier et son attirance pour le risque font de lui un être à part, qui fait souvent carrière dans le domaine militaire, la négoce, la recherche, la spéléologie, entre autres. Ah mince, là on s'écarte un petit peu du trouble bipolaire parce qu'ils sont plus souvent artistes, les bipolaires. Bon. Mis en confiance, il se dévoile graduellement et fait preuve d'ouverture. Ses relations sont souvent sujettes à ses sautes d'humeur. Il passe rapidement d'un être sympathique à un être cynique. Etc., etc. Je pense que je vais pas... Enfin bref, il est aussi apte à repousser ses limites à l'extrême, gna gna gna, hyperactif, ce qui peut être aussi une faiblesse. Enfin bref, c'est un truc de dingue. Alors, dites-moi, dites-moi dans les commentaires, comme on dit sur YouTube,
Combien d'entre vous ont été diagnostiqués bipolaires et sont Sagittaire ascendant Scorpion? J'aimerais qu'on fasse des statistiques. Personnellement, je ne suis pas Sagittaire ascendant Scorpion, mais j'aimerais savoir si la plupart des gens qui sont bipolaires sont Sagittaire ascendant Scorpion. La conclusion que j'allais oublier. L'astrologie, comme la psychiatrie, apporte une explication, une grille de lecture qui permettent parfois de soulager certaines personnes en quête de sens, qui ont besoin qu'on mette des mots sur ce qu'ils vivent. Mais ça ne reste qu'une grille de lecture, et à mon sens, ces grilles n'ont rien de scientifique et sont beaucoup trop malléables pour avoir une quelconque objectivité. Ouais. Je ne dis pas ce que nous sommes en réalité, mais la psychologie de chacun de nous est extrêmement plastique. C'est-à-dire qu'on arrive à se reconnaître dans des descriptions suffisamment vagues. Non, vous voyez, est-ce que vous pouvez croire une chose aussi, c'est qu'il y a de l'inéducable en nous. C'est-à-dire que je peux vous expliquer tout. Je peux vous dire que moi qui ne croyais pas à ça, je l'ai fait de telle ou telle façon. Vous n'arriverez pas à le croire parce que vous avez envie de croire autre chose. Puis j'ai que pas vous envie, êtes bien la là. description que vous faites du Capricorne, c'est mon portrait. C'est un livre qui est contre la crédulité et qui montre que même lorsqu'on vous explique comment ça fonctionne, vous continuez de croire. Ouais. Et c'est très frappant de voir que dans un siècle où la science se développe à ce point, ça ne mord pas du tout sur le désir, le besoin de croire que nous avons. Mais moi, je ne m'accepte pas de ça. Je ne pense pas que moi-même, je n'aurais pas besoin de croire. Je suis simplement frappé de voir à quel point les charlatans ont de l'avenir parce que nous sommes tellement disponibles pour qu'on nous parle de nous. Ce que vous avez cherché dans le livre, c'est simplement le plaisir qu'il y a à lire quelque chose sur vous. C'est vrai. Bon, c'est ça que vous avez cherché. Alors bien sûr, vous allez me dire, bah, écoutez, je ne me suis pas trouvé en balance ou en scorpion, parce que vous êtes tellement identifié à Capricorne qu'à partir du moment où dans le livre Vous c'est croyez que marqué quand on page sait, 100, alors voilà, vous croyez que quand on sait qu'on est Capricorne, on finit par ressembler au Capricorne. mais absolument, Ouais. à la description qu'on vous donne du Capricorne. Ouais. Non mais c'est très drôle, parce que par moment, il y a des gens qui vous expliquent la balance qui est très nuancée, etc. Alors je me prends par exemple les descriptions qu'on donne et je signale que Poutine, le très nuancé Poutine, est balance. Ouais. Vous voyez. Alors là, les gens vous disent, oui, mais c'est moins vrai chez lui, il doit avoir une ascendance autre. Enfin, c'est de la foutaise.